Je me souviens de La route qui défile. C'est l'ouverture du premier documentaire des profils paysans de Raymond Depardon. Il y raconte un temps long, presque immobile. Des vieux terriens accoudés à la table de la cuisine. Ça aurait pu être les mêmes il y a des siècles. Un fil tendu vers une forme d'éternité et de permanence. Les saisons passent, les générations se succèdent, avec toujours la terre, qui nourrit, qui produit, qui courbe les corps et creuse les rides sur les visages. De père en fils, ils reprendront la ferme et le monde pourra continuer sa course folle de l'autre côté de l'horizon. Il y aura toujours la pluie, le soleil et la sagesse des gestes immuables. C'est également ce qu'on voit dans ce très beau documentaire au cinéma en ce moment, La ferme des Bertrands. La noblesse de ce rapport au monde. J'aime cette image. Elle est réconfortante et je crois qu'on l'a tous un peu en fond de regard. La nostalgie de ces paysages et des vies qu'ils abritent. Il y a un mois, je suis tombé sur cette banderole, prise en photo au détour d'une manif. Je suis éleveur, je vous nourris et moi je meurs. On connaît cette réalité et pourtant on l'ignore. Celle des agriculteurs qui travaillent d'arrache-pied, qui sont tributaires des contrôles, des exigences de production. Ils vivent sous la pression d'une agro-industrie qui menace les petits éleveurs en même temps que l'équilibre de nos écosystèmes. Je suis né à la campagne et j'y ai passé mon enfance, dans un village de 300 âmes au fin fond de la Bourgogne. J'ai connu les nuances des champs avant de les oublier dans le bitume des villes. Comme beaucoup, je ne suis qu'un citadin d'adoption. J'ai vu les troupeaux de vaches, la lenteur des tracteurs qui prenaient toute la route, la rudesse bourrue des hommes qui m'impressionnaient, les couleurs terreuses de leur peau et de leurs vêtements. Les petits matins, l'odeur du fumier. Mes premiers souffles, mes premières sensations sont nées de ces paysages. C'est comme un rapport fondamental et franc au monde. La modernité nous fait perdre cette boussole. On a adopté des codes plus alambiqués, absurdes et kafkaïens souvent. Comprendre la colère des agriculteurs, c'est pointer cette absurdité. Quand on abandonne les vertus du bon sens, on participe à un cercle vicieux qui fait le malheur des hommes et la destruction de la planète. Je veux d'abord mettre un visage sur le malaise qui s'est exprimé dans la rue. Je lance un documentaire au titre évocateur « Sacrifice paysan » de Gabriel Culan, disponible sur Arte. J'apprends un nom dès les premières minutes, celui de Jérôme Laronze. Cet éleveur a été abattu par les flics après des jours de cavale. Ça a fait l'objet de Flash Info, avec ce ton qu'adoptent les journalistes lorsqu'ils annoncent mécaniquement un drame ordinaire. Ça ne marquera personne, c'est juste un frisson de quelques instants dans un JT pour combler un silence. En fuite depuis une semaine, après un contrôle sanitaire, un éleveur bovin a été abattu hier par des gendarmes. Jérôme Laronze est au volant, il démarre en trombe, selon les militaires. Des coups de feu sont tirés par les gendarmes. Le décès de l'agriculteur est prononcé. Jérôme Laronze a succombé à 3 balles, dans le dos et sur le flanc. Mais qui était cet homme ? Pour quelle raison en est-il arrivé là ? Je découvre la réalité. L'hyperadministration qui menace sans cesse les éleveurs et les plonge dans un engrenage insidieux. Ça commence par des formulaires qu'on oublie de renvoyer, des bêtes qu'on néglige de déclarer à temps. Ça paraît secondaire, presque dérisoire. Ça importune, comme toutes les démarches administratives. Les agriculteurs sont saturés par ce genre d'exigences. Ils doivent sans cesse montrer patte blanche pour ne pas se retrouver piégés dans la maison qui rend fou, comme dans les 12 travaux d'Astérix. Et mademoiselle... Elle a revendu son Ibère sous prétexte qu'elle aimait mieux faire son ménage elle-même. Mais moi, je sais que la situation de son mari... Mademoiselle... Vous voyez pas que je suis occupée? Où en étais-je? La situation de ton mari. Ah oui, ce pauvre Claudius. Tu sais qu'il avait une affaire de construction de viaduc. Ah, ma chère, son dernier viaduc. Mademoiselle... Oh, par Jupiter, ce que les gens peuvent être désagréables, que voulez-vous? Le laissez-passer à 38. Vous avez le formulaire bleu? Le formulaire bleu, non? Alors comment voulez-vous obtenir le laissez-passer à 38? Ne pas se plier à ce genre de tracasserie peut avoir des conséquences catastrophiques. Une exploitation et un troupeau immobilisés et en attente de papier en règle. À terme, ça peut faire craquer un homme. L'histoire de Jérôme, à ma connaissance, commence en 2014 par un premier contrôle, qui est un contrôle que subissent quasiment tous les éleveurs. C'est presque des contrôles de routine. C'est juste que l'administration constate
qu'il y a des bêtes qui sont en retard d'identification, des papiers qui ont été envoyés en retard ou pas encore envoyés pour déclarer des naissances. Il faut comprendre, ça paraît anodin, ces contrôles-là. La plupart du temps, les éleveurs le vivent avec un stress énorme parce qu'il y a tellement de réglementations à respecter, il y a tellement de paperasse à faire, que quasiment aucun éleveur peut se dire en règle sur tout, en fait. Ça part de rien. Jérôme aura une réaction de colère et de révolte, confronté à un système aveugle, sans considération pour l'humain. Une machine broie ceux qu'elle est censée servir. Je me retrouve devant un duel, une guerre à bas bruit. Ce documentaire me fait l'effet d'un curieux western. Un homme seul et désemparé contre un ennemi sans nom et sans visage. Il faut bien se rendre compte qu'un contrôle pour un agriculteur, ça peut être comme un contrôle fiscal pour une autre profession. C'est inquisiteur. On se rend chez vous, on vous demande des comptes, on va voir sur pièce où sont vos bêtes. À chaque fois qu'un des contrôleurs des VPP débarque dans une ferme, c'est une menace de perdre une rentrée d'argent énorme, en fait. Et du coup, c'est une menace de viabilité économique de la ferme. Donc il faut prendre la mesure que c'est énorme ce qu'un éleveur a à perdre à chaque contrôle. L'amour du travail bien fait se heurte aux contraintes administratives. Le paysan est piégé. Une partie de ses revenus dépendent de l'Union européenne. On voit les taux se resserrer. Plus l'élevage est grand, plus la subvention est importante. La surveillance est constante. Le mécanisme est intrusif et froid, comme un contrôle fiscal. Tout peut s'arrêter. On sent la charge mentale, la peur et l'incertitude. Il n'y a pas de soutien psychologique pour l'éleveur. Il peut perdre pied. Tout le monde est logé à la même enseigne. Les immenses exploitations comme les entreprises plus humbles et plus familiales. Il n'y a pas de mesure. Jérôme Laronze voulait faire ressentir cette tension, marquer la différence entre les petits éleveurs et les industriels. Il en a fait son cheval de bataille. Il ne s'est pas soumis, il a perdu ses bêtes. Le début de l'engrenage qui va amener Jérôme à sa propre perte, en fait, à sa mort, c'est le moment où l'administration décide de l'obliger à faire des tests ADN pour réassurer l'affiliation de ses bêtes. Il s'y refuse, parce qu'il trouve ça absurde, Jérôme. Il est dans l'illégalité à cet endroit-là. Et là, c'est la sanction tombe, c'est immobilisation du troupeau. Il n'a plus le droit de vendre ses bêtes. Ne plus avoir le droit de vendre ses bêtes pour un éleveur comme Jérôme, ça veut dire plus de rentrée d'argent. Souvent, les éleveurs travaillent seuls. Avec cette administration omniprésente, ils ne sont plus qu'un maillon. Sans contrôle sur leur propre destin, ils sont les jouets de la fortune comme dans une pièce shakespearienne. Le rythme de travail augmente, ça devient insoutenable. Reprendre son souffle, ça devient compliqué. Admettre qu'on est submergé également. Pourtant, Jérôme se battait, s'engageait, voulait faire entendre son mal-être et celui des siens. Il voulait s'attaquer aux gros poissons qui dominent le marché, Leclerc ou Auchan. Il était un homme de conviction, lettré, qui savait porter sa parole et son combat. À travers lui, je découvre la douleur et les suicides nombreux de ceux qui retournent la violence du système contre eux-mêmes. Il exprimait la position de la Confédération paysanne, puisque c'était le porte-parole, et donc il s'en prend à l'agro-industrie, l'hyperconcentration de la grande distribution. Il évoque les grandes centrales d'achat qui se partagent le marché. Il part d'Intermarché, Leclerc, Carrefour et Auchan. Pour lui, c'est un oligopole. Et face à ces géants, le petit paysan, il n'a aucun poids. La vie d'un homme de justice défile devant mes yeux. Il se débat devant une réalité devenue absurde. Je les écoute et je les regarde, ceux qui l'ont connu, qui auraient voulu l'entendre et soutenir sa colère, ceux qui réalisent trop tard qu'ils ont côtoyé sa détresse. Je vois des scènes qui ressemblent à des batailles. C'est comme un film de guerre procédurier. Un éleveur qui voit débarquer sur ses terres des espèces de Robocop qui lui confisquent son troupeau. Cette maltraitance des bêtes et des fermiers est un point de rupture. Et il hurle tellement fort que visiblement ça affole les bovins qui se mettent à entrer dans le ruisseau. Comme ils sont un peu coincés, il y a des bovins, il y en a qui tombent, d'autres qui marchent sur les bovins qui sont coincés. Jérôme nous apprend dans sa lettre que 5 bovins périront à la suite de ces piétinements dans le ruisseau. C'est le récit d'un désespoir que je déroule ici. Celui des petites fermes qui disparaissent au profit des usines à viande. C'est un péché originel, une course au profit qui désenchante les hommes et stérilise la terre. Quand ce sont les chiffres et les matricules qui décident des destins et pas les saisons. Quand on a perdu de vue ce qui s'étendait sous nos yeux,
des familles et leur labeur de moins en moins honorés. Un art de vivre et de travailler qui peu à peu disparaît devant des contingences absurdes. Une forme de morale qu'on pousse à la faillite, les cow-boys qui gagnent toujours contre les Indiens. On n'est pas agriculteur, on est paysan, on est bonhomme à la base. Dans le temps, si vous prenez des livres de vos ancêtres ou des conversations d'anciens, avant, on ne disait pas un agriculteur, c'était un bonhomme. Eh bien, pour moi, un bonhomme, c'est quelqu'un qui cultive la terre, qui s'occupe des vaches, qui s'occupe de la nature. C'est ça, un bonhomme. Malheureusement, ça va s'arrêter. Ces paysans et ces éleveurs souffrent. Ils sont vaincus par l'agro-industrie dans des défaites auxquelles ce documentaire donne un visage. Et je me souviendrai de ce nom que pourtant à l'époque j'avais dû entendre sans y faire attention. C'est un monde d'hier à échelle humaine qui lentement se dérobe. Ça déséquilibre les individus, certes, mais c'est quelque chose de plus profond qui se joue. Jérôme était dans un élan vital de colère. Il n'y avait aucune folie. Il y avait une lucidité. Toute la manière dont la mort de Jérôme a été médiatisée par la suite, au fond, a surtout servi à dépolitiser son combat et à fabriquer la figure du paysan éternel victime, sans qu'on s'attache plus à voir, à regarder par quoi il était écrasé. Or, c'était ça que voulait faire apparaître Jérôme, c'était ces mécanismes d'écrasement historique de la paysannerie. C'est le combat qui reste à continuer aujourd'hui, quoi. Avec le second documentaire, Le grain est livré de Fernando Solanas, disponible sur Tenk, je pars vers des contrées plus lointaines en Argentine. Je vais grâce à lui constater que le mal est planétaire. Ce film commence humblement, avec la voix bonhomme de son réalisateur, qui de rencontre en rencontre va mettre au jour tout un système corrompu, destructeur, autant pour la biodiversité d'un pays que pour l'intégrité des corps. Quand une économie détraquée devient une atteinte à la vie même. Ce que j'ébauche, grâce à ce film, c'est une mutation du monde. Lorsqu'on parle de Monsanto, on parle en effet avant tout d'une conquête de territoire, de la destruction d'une forêt, alors qu'elle est littéralement celle qui nous fait respirer. Elle est la plus importante de la planète et elle est ravagée sans mesure par la culture du soja. Ces graines, qui serviront principalement à nourrir le bétail, dans le plus mortifère des cercles vicieux. Les communautés qui vivaient là depuis des siècles se retrouvent chassées de leurs terres. On abat des arbres nourriciers pour des populations entières, on clôture et on privatise les routes. L'eau est empoisonnée par les agrotoxiques. Je vous parle d'une entreprise de destruction massive. Ese arbolito se llamaba mistol. Es el alimento más grande que hay, es igual que el algarrobo. Ese comemos, esta fruta. Eso es lo que nos da vida. Ahora mire, han volteado con fruto y todo, con esta fruta, todo volteado hasta que pierda, que no coma más, o quiere decir que no come más el aborigen, o quiere decir que se muere todo. Me da lástima, sí, me pongo triste. Ces images de désolation méthodique ont quelque chose d'inexorable. C'est un aperçu de ce que les impératifs économiques font subir aux hommes ainsi qu'aux paysages. La province, autour de Buenos Aires, ressemble à un grand désert vert, tout entier consacré à l'agriculture intensive. Tout l'écosystème et sa biodiversité ont été détruits. C'est tout un pays qui a été conquis par une monoculture. Je réalise qu'elle est le symbole d'une obsession et d'une irresponsabilité. Il est saisissant de la voir se matérialiser devant nous. Tout est soumis au profit. On voit les ravages du glyphosate et les brevets accordés aux grandes compagnies pour cultiver des OGM. Personne ne songe aux conséquences. No hay vida aquí, no hay insectos, no hay fauna, no hay mariposas, no hay pájaros tampoco, los pájaros desaparecieron. Los pájaros viven en la ciudad. Son cientos de miles de familias que han tenido que emigrar porque ya no hay trabajo. En cada uno de estos pequeños montes que se ven en el horizonte había casas donde vivían familias
y aunque eran pobres, todos tenían comida y estaban bien alimentados. La sélection naturelle des variétés de maïs qui prenaient des générations n'est plus assez productive ni assez efficace. Pourtant, elle est au cœur même de la vocation des cultivateurs. L'un d'entre eux nous dit « Protéger ses grains, c'est l'âme et la vie d'un agriculteur ». Je m'arrête un instant sur cette phrase. La crise est autant métaphysique qu'écologique. On enlève la signification des gestes. L'équilibre de la nature ne repose plus sur le temps long et ses lentes mutations. Tout est devenu simplifié, rationnel, rapide, classé. L'État s'est adapté aux exigences des multinationales. La vie des paysans est régie par des tableaux Excel. On remplace l'agriculture traditionnelle par une industrie de la terre. Les graines et les plantes deviennent des propriétés privées. On leur associe des brevets qui sont source de revenus. Le concret s'est perdu dans l'abstraction des courbes et des graphiques. Al reemplazar la agricultura por la agroindustria, se acentuó el patentamiento de la madre tierra. Genes, hierbas y plantas pasaron a tener propietario. Aunque nos cueste creer, casi todos los genes tienen dueño. Las modificaciones genéticas patentadas les aseguraron el cobro de las regalías. On doit se plier au progrès et au sens de l'histoire. Tout ce qui n'est pas transgénique est considéré comme archaïque. Bientôt, il y a moins de paysans pour travailler la terre. Les petits producteurs doivent préférer l'efficacité, se convertir à la quantité pour suivre le rythme du nouveau monde, travailler davantage sur smartphone que dans les champs. Le chômage explose et des centaines de domaines disparaissent. La viande n'est plus élevée sur de verts pâturages, mais nourrie au maïs dans des parcs d'engraissement. On s'endette pour s'équiper. Fatalement, les prix du soja chutent. Les banques saisissent des terres, les campagnes sont désertées et désolées. Rien n'a changé depuis les raisins de la colère de Steinbeck. L'humanité semble vouée à bégayer ces crises. Marcela, ¿por qué se fueron del campo? No vive nadie en el campo. Quedaron todas taperas. Son todos campos que están alquilados. No tendríamos ningún vecino. Para decir, bueno, me cruzo o no sé, necesito un vaso de agua y me cruzo que tengo un vecino, no tengo a nadie. C'est la course en avant vers une désolation presque programmée. Les produits toxiques qu'on répand sur les légumes se retrouvent dans le corps de ceux qui les consomment. Le cancer de la cupidité grandit doucement en nous. Comme ça a été le cas pour le tabac, du temps où l'on débattait encore de sa toxicité, chacun le sait et tout le monde se tait, manger tue. Notre inconscience devient notre premier poison. Se sigue fumigando con veneno los campos y los pueblos rurales. Se fumigan todos los cultivos y cereales. Arroz, tabaco, uva, frutas. Se usan venenos prohibidos como el endosulfán, el paratión e incluso el letal fosfuro de aluminio para combatir el gorgojo en silos y camiones, causante de la muerte de varios camioneros. Miles de horticultores, chacareros y tractoristas sin trajes de protección fumigan y respiran venenos en los silos, molinos y viveros donde trabajan. La corruption et le déni règnent. Les agriculteurs perdent leurs terres, des villages se vident de leur population et des écoles sont fumigées. Les responsables de ce désastre vivent quant à eux à l'écart, dans leur meilleur des mondes. Toute l'économie encourage et profite de cette industrie à sens unique. Tout semble conspirer à élaborer cette grande crise. On répand des pesticides, ils se déplacent dans l'air. On assiste à une déformation des embryons en augmentation de 400%. C'est en partie dû au glyphosate. La science suit les exigences du marché, pas celles de la société ou de l'humain. Hay un aumento del 400% de malformaciones en la provincia del Chaco. Esto no es imaginación ni es paranoia, pero el impacto del uso de agrotóxicos, y digo agrotóxicos porque son tóxicos. Un tóxico, algo que mata, es tóxico. O sea que el glifosato no es el único, ni va a ser el último.
À chaque fois que je me plonge dans ces films, en voulant connaître les visages derrière les infos, je découvre une catastrophe en cours, une urgence à constater et une invitation à réagir. Et je ne veux pas être simplement un oiseau de malheur qui va vous scander que le monde est foutu comme un Francis Cabrel dépressif et en fauteuil roulant. Il y a toujours des gens qui réagissent, qui vont soigner les plus pauvres, tenter d'empêcher les constructions d'usines. Je pars à la rencontre de ceux qui sont porteurs d'espoir. Ce sont encore des noms et des voix dont je me souviendrai, des paysages aussi. Y fueron 3 años de lucha en la calle, en el plano político, en el plano judicial, marchas multitudinarias en Córdoba capital y tuvimos que hacer un acampe para bloquear el acceso de materiales de construcción al predio de Monsanto. Era la única forma de impedir que se levantara la planta. ¿Y cómo terminó? Y fue un triunfo, Pino. Fue uno de los triunfos del movimiento ambientalista seguramente más grande del mundo porque la empresa terminó desistiendo del proyecto, vendieron el predio y demolieron absolutamente todo lo que habían construido. ¡Qué grande! Mais ce film me laisse un sentiment étrange. De nouveau celui d'une guerre sourde qui se joue sous nos yeux. Une conscience écologique qui s'éveille en même temps qu'un monde qui se bat pour ne pas disparaître. C'est un combat pour la vie. La beauté d'autres langues qui racontent des contrées magnifiques, des endroits qui se battent pour ne pas se transformer en souvenirs. Il n'y a pas de fatalité, il y a des prises de conscience. Il faut sortir de la résignation de cette économie piégée dans son galop de cheval affolé. Il faut entendre le monde, en souligner l'harmonie, la cohérence, toute cette biodiversité qu'on a dévastée, la sauver et en rétablir l'équilibre, mettre fin à cette folie, à cette fièvre de profit qui décime les sols. Progresser, c'est se convertir à cette ancienne sagesse du temps où on savait comment pousser les plantes. Cela passe par le respect des cycles. C'est l'histoire de la vie, le cycle éternel. Réaliser ce qu'on produit et comprendre ce qu'on mange, guérir du monde et guérir le monde en même temps. Retourner à l'agriculture mixte, la simplicité et l'humanité. Esta es mi huerta orgánica, pero también es una propuesta política. Lo que estamos tratando de demostrar es que una familia puede producir gran parte de lo que consume a partir de los propios recursos, sin invertir dinero. Y sobre todo con círculos de energía que se van alimentando los unos a los otros. J'ai commencé cette émission avec un constat simple, la souffrance des paysans, parce qu'ils défilaient dans la rue, parce que régulièrement on l'oublie et on passe à autre chose, c'est humain. Mais la colère des agriculteurs est l'un des symptômes d'une crise plus grave encore. L'hyperexploitation des terres, la surproduction de viande, comme on l'a vu en Argentine. Ça interroge notre mode de vie même. Très vite, il apparaît que l'urgence est de réfléchir à notre propre manière de consommer et même de manger. Finalement, tout nous amène à ça, à nos devoirs face aux grands bouleversements de notre époque. Le plus grand étant le changement climatique en cours. C'est Camille, notre réalisateur, qui m'a parlé de ce doc alors que j'évoquais la possibilité de ce numéro. Ça s'appelle Eating Our Way to Extinction, réalisé par Otto et Ludovic Brockway, et c'est disponible gratuitement sur YouTube dans la langue de votre choix. J'ai opté pour celle de Shakespeare parce que c'est Kate Winslet qui en est la narratrice et qu'elle est beaucoup plus classe que Hugo Clément qui fait la VF. Our Earth. She is ever in flow and motion, and for millennia, cultures the world over have called her their mother. Notre Terre. Elle est en mouvement perpétuel. Depuis des millénaires, on l'appelle aussi Terre nourricière ou Mère Nature. Les catastrophes naturelles émaillent notre quotidien de manière de plus en plus prégnante. Elles sont en augmentation exponentielle depuis le début du XXe siècle. L'agriculture animale intensive en est une cause non négligeable. There was a lot of discussion about the contribution from buildings and from industrial factories, but I became aware during that same period of time that there was another factor that was going undiscussed, and that is the role of animal agriculture, which I could see was playing some significant role around the planet. But this was the elephant in the room no one wanted to talk about. Ce film part du même constat et prolonge le précédent. Nos moyens de subsistance sont en danger. D'ici une trentaine d'années, l'eau potable viendra à manquer. Les choix d'alimentation deviennent des choix d'avenir. Ils changeront l'aspect même de notre planète. Chaque année, les forêts partent en fumée, à des degrés inimaginables. La moitié a déjà été détruite. À ce rythme effréné et d'ici une décennie,
il pourrait n'en subsister qu'une partie infime. Notre mode de vie productiviste est une dangereuse impasse, une menace vitale à court terme. Each year, an estimated 18 million acres of forest are lost, which is roughly the size of the country of Panama. It is thought that about half of the Earth's mature tropical forests have now been destroyed. And some scientists have predicted that unless significant measures are taken on a worldwide basis, by 2030, only 10% of the forests will remain. Le lobbying est intense pour taire ces vérités et en amoindrir l'impact, pour que tout continue dans l'insouciance et l'inconséquence. Mais même en faisant tout ce qu'elles peuvent pour minimiser les constats, les grosses sociétés agro-industrielles ne peuvent cacher un simple fait. Elles polluent davantage que tous les transports réunis. Elles participent activement et en connaissance de cause à ce grand mal du siècle. In 2013, the United Nations Food and Agriculture Organization released a landmark report called Tackling Climate Change Through Livestock. The report states that livestock farming is responsible for more greenhouse gas emissions than all global transportation combined. Je crois que c'est ça qui est le plus terrifiant. Tout le monde est au courant et accélère encore alors que le mur est si proche. Je me souviens des beaux discours du temps du Covid, quand l'économie était à l'arrêt et que le monde guérissait un peu. Cette manière naïve qui a duré 3 mois, d'imaginer le salut d'un monde d'après, plus sain, plus beau. Et puis tout a recommencé exactement à la même cadence. La terre change. De grandes étendues désolées balafrent les forêts comme des brûlures. Il y a des zones mortes dans les océans. Tout ça est lié aux engrais qui pénètrent la terre et se propagent jusqu'à la mer. Ça en altère l'écosystème et l'empoisonne. 90% des espèces de poissons ont disparu de l'océan depuis les années 50. On n'imagine pas encore vivre dans une forme de nouvelle extinction. Pourtant, les signes s'accumulent, bêtes et méchants comme des chiffres, et ils devraient objectivement nous alerter. On pourrait se dire que consommer du poisson est plus sain, sauf que l'aquaculture cause des ravages en les gavant d'antibiotiques et de produits toxiques qui se retrouvent dans notre sang. The fish are bathed in chemicals such as hydrogen peroxide and azamethophos to kill the parasites and diseases, and given feed with chemicals such as teflubenzuron, emamectin, and diflubenzuron, which, by their very nature, are toxic. Researchers have found that traces of chemicals can end up in the fish, and ultimately on our plates. Les filets de pêche abandonnés dans la mer se désintègrent et le plastique dont ils sont composés se retrouve dans le corps des poissons. Le cercle est complètement vicieux. A study recently published in the journal Nature found that about 80% of the plastic in the Pacific is made up of discarded fishing gear. Many scientists agree that one of the greatest things we as individuals can do to solve this problem of a plastic ocean is to move away from eating fish and switch to a plant-based diet. Il ne s'agit donc pas simplement d'un mal paysan, mais d'une menace généralisée et mondiale. Si l'agriculture intensive continue de produire à l'excès, au mépris des humains, des animaux et des écosystèmes, nous nous trouverons bientôt dans une situation inextricable. Today, over 26,000 species are currently threatened with extinction, and the most important driver of that is our use of land for agriculture. Over time, livestock have been a major driver of biodiversity loss. Some have predicted that by 2045, the species loss will be so great that we won't recover. The Earth will suffer ecological collapse. And the biggest thing you and I can do is change our diet. Il faudrait au sommet retrouver une forme de conscience, de responsabilité. Qui aurait pu croire à un tel changement, à un tel bouleversement? En vérité, beaucoup de gens depuis longtemps. Chirac parlait déjà de notre maison qui brûle et de nous qui regardions ailleurs. Notre maison brûle. Et
nous regardons ailleurs, nous ne pourrons pas dire que nous ne savions pas. On a simplement continué, parce que c'était plus simple de regarder ailleurs, jusqu'à entrer dans l'irréversible. Il est urgent de sauver ce qui peut encore l'être. According to a study published in the journal Science, if the entire world were to switch to an exclusively plant-based diet, we would free up over 75% of the world's arable land, and many of the forests previously cut down for livestock farming could be restored. La sécheresse est là, les crises aussi. On a déjà vu l'apparition de pandémies sérieuses. Il y en aura d'autres si on continue de mépriser le danger. Évidemment, il faudrait prendre garde à ce qu'on mange, à savoir d'où ça provient. Mais culpabiliser les agriculteurs ou ceux qui n'ont pas les moyens de bouffer bio n'avancera à rien. On voit leur désarroi, la manière dont les petits subissent la pression des gros, la manière dont la cupidité avance en dépit de tout, même de l'évidence. Les politiques seront réticents toujours, ils ne réagiront que quand le feu sera dans leur maison. Même alors, ils se contenteront de profiter des quelques bonnes années qui restent, par paresse et par cynisme. Sur un malentendu, ça peut toujours marcher. Ils nous amuseront de polémiques qu'ils brandiront comme autant de diversion pendant que la terre brûle et que les gens, ceux qui la cultivent et ceux qui s'en nourrissent, en crèvent. We can't wait for government policies and other organizations to create a better life for ourselves. We need to stand up now and make our voices heard. Globally, for the typical consumer, avoiding meat and dairy is probably the single biggest way to reduce your impact on Earth. Without addressing what we eat, we simply won't make it. This planet is our home. And it is up to us what happens now. But the clock is ticking. And time is running out. Quand j'étais plus jeune, il était bon ton d'être dégagé, de sortir son petit des proches illustrés, de jouer les ironiques, même de toiser tendrement les paysans comme dans les des chiens. On s'en moquait un peu, le monde avançait et il restait en arrière. On avait des steaks hachés, des céréales et des poissons panés dans l'assiette, en se foutant de la manière dont ils étaient arrivés jusque-là. On prenait, puisque c'était disponible. On mangeait à peu près n'importe quoi. On vivait dans le mirage de l'invulnérabilité. Je suis l'enfant gâté d'un pays riche, déconnecté de ses racines. Il s'agit de reprendre contact avec elles, de réconcilier fin du monde et fin du mois, comme l'évoquait Paloma Moritz dans sa vidéo récente sur Blast. Retrouver du sens et relier les causes de la colère et du désespoir des paysans qui renvoient à une crise beaucoup plus large, écologique, éthique, existentielle. Sans ça, les colères continueront d'éclater, de plus en plus chaotiques et de plus en plus violentes. Pour dire la vérité, je ne m'attendais pas à en arriver là, à faire le lien par le film entre la colère, le désespoir des paysans et les forces qui tourmentent et détruisent la planète. Mais tout correspond, tout est interdépendant et tout est lié. C'est peut-être à ça finalement qu'invitent ces documentaires, recoller les morceaux et réconcilier les luttes. Alors si comme nous, vous voulez recoller les morceaux, comprendre quelque chose au monde dans lequel on vit en regardant des films, alors n'hésitez pas à vous abonner à Blast et à faire un don si vous le pouvez. Merci et à bientôt pour un nouveau Doc Doc Doc.